Le premier invité de cette journée de podcast pour le NWX Summer Festival 2021, c'est Tristan Nitto. Tristan Nitto qui est assez connu dans le monde de l'informatique et il l'a évoqué tout à l'heure lors de sa conférence du logiciel libre. Alors Tristan, il vient nous faire une conférence qui s'appelle Parcours d'un feignant. Alors c'est quand même un programme assez ambitieux présenté comme ça. On se dit mais de quoi va-t-il nous parler? Puis finalement il nous a pas vraiment parlé de son parcours de feignant parce que c'est quelqu'un qui est plutôt hyper actif. Il a plutôt bifurqué sur les aspects éthiques, conscience, puisque c'est le thème de ce festival, la conscience finalement des problématiques environnementales et je dirais sociétales qui peuvent graviter autour du numérique, qui est souvent vu comme une solution, mais qui peut de temps en temps est peut-être un problème aussi à toute notre actualité. Donc Tristan, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre cette conférence. Alors donc je m'appelle Tristan Nitto, j'approche gentiment de mes 55 ans, c'est pour le mois prochain si vous avez des cadeaux, et j'ai travaillé longtemps sur le projet Mozilla qui a fait Firefox, j'y suis resté 17 ans depuis le tout début, jusqu'en 2015, et puis je suis un entrepreneur du numérique et aujourd'hui je travaille sur un projet dont j'ai pas du tout parlé qui s'appelle Unsearch, parce que j'étais donc allez voir sur unsearch.io, on est en train de refaire le site web, vous allez voir, voilà, qui est orienté moteur de recherche et navigateur. Mais j'en ai pas parlé du tout. Ce matin, je parlais du fait que j'étais un feignant. C'est vrai que c'est une vérité vraie. Je suis un feignant, mais en fait, il faut que je trouve des trucs qui me motivent, quoi. Voilà. Qui donnent du sens. Voilà, il me faut du sens, sinon j'y arrive pas du tout, quoi. Et donc, Mozilla, enfin Netscape, c'était l'arrivée du web. C'était formidable, tu vois. Il fallait que le monde découvre le web. Mozilla, il fallait que le monde laisse pas un monopole de celui de Microsoft Internet Explorer pourrir le web, qui était une promesse formidable. Et puis il fallait que le monde découvre aussi le logiciel libre, qui je trouve est extraordinaire parce que ça permet cette collaboration à l'échelle du globe. C'était un truc avant l'internet, ça s'imaginait même pas, tu vois. Donc moi, j'étais vraiment excité. Et puis après, ça a été le respect de la vie privée, quoi. Quand les Facebook et compagnie sont arrivés, je dis mais attendez, c'est super le numérique, mais il y a quand même une dark side. Jiminy Cricket là, sur le côté qui dit attention. Ouais, attention là. La conscience justement. Ça commence effectivement, et c'est cette conscience qui fait que je me lève le matin et que d'un fainéant ou une grosse feignasse même comme j'ai dit, j'arrive à me botter les fesses et à me décarcasser, quoi. Ah bah super, c'est vrai que on le sent, de toute façon l'enthousiasme il s'est ressenti dans cette conférence. Moi je le disais un petit peu en préambule, tout à l'heure, j'ai découvert Tristan Nitto il y a maintenant presque 10 ans dans un podcast qui s'appelait Écran.fr sur Libération, qui traitait d'informatique, de numérique, de web, etc. sous l'angle, comme tu disais, très enthousiaste à l'époque, mais avec déjà des petits warnings en disant attention, faut pas laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et puis tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a eu plusieurs déclics finalement de ce web un petit peu enthousiaste BA, finalement peut-être un petit peu du début en disant ça va être génial, la connaissance portée à tous. Attention, il y a des petites choses qui ne vont pas. Et la dernière, le gros déclic que tu as évoqué, c'est la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, qui t'a fait prendre conscience. Ouais. Voilà, c'est ça, c'était il y a 3 ans, qui t'a fait prendre conscience finalement de l'impact peut-être négatif du numérique, en tout cas du numérique non conscient finalement. Oui, alors en fait, moi je me suis toujours intéressé à ce qu'on appelait à une époque l'environnement. Maintenant c'est un thème un peu daté, enfin le mot est un petit peu daté, mais c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Et puis ça s'est éloigné un peu de mon temps de cerveau disponible. Et la démission de Nicolas Hulot, ça a été un rappel brutal, quoi. Que même si lui y arrivait pas au gouvernement, c'est que c'était un problème qu'on avait laissé de côté pendant trop longtemps. Et puis je me suis dit mais bon, d'accord, il y a ce problème d'environnement, il y a ce problème de changement climatique, mais quel est le rôle du numérique là-dedans? Et comme il existe cette expression de pharmacone dont on a parlé aussi ce matin, donc du grec ancien, qui dit que c'est un pharmacone, c'est un remède qui est aussi un poison en même temps.
tout dépend de la dose que tu prends. Et ben le numérique c'est aussi un pharmacone, c'est-à-dire que oui, il y a un côté remède pour lutter contre le changement climatique. Le numérique peut être vachement utile. Par exemple, permet des choses, des plateformes de réemploi, genre back market, tu vois, qui te permet de racheter des trucs d'occasion et de les réutiliser, de prolonger la durée de vie d'un produit. Ça c'est vachement bien. C'est aidé par le numérique. T'as des tas de trucs d'intelligence artificielle qui te permettent de modéliser le plasma à très haute température qui va permettre de faire de la fusion nucléaire qui serait une énergie qu'on espère propre. Enfin, tu vois, donc qui pourrait peut-être même sauver l'humanité. C'est vachement bien. Et ça, t'inquiète pas, tous les gens qu'en font, ils vont te parler des aspects positifs de ça. Mais derrière ça, il y a le côté poison du numérique que évidemment tout le monde a économiquement intérêt à laisser de côté parce que on va pas se mettre à en parler, on va pas cracher dans la soupe et tout. Et moi qui suis dans le numérique depuis toujours, depuis que j'ai appris à programmer quand j'habitais justement à côté de Rouen à 14 ans, jusqu'à aujourd'hui, et moi qui n'ai pas d'intérêt économique à camoufler ça, et qui étudie le sujet, je peux en parler. C'est-à-dire que je suis pas anti-numérique, mais je veux dire, écoutez, j'adore le numérique, mais les aspects négatifs, il faut aussi il faut pas les occulter, et personne n'a d'intérêt à les évoquer. Donc moi je les évoque, et dans un contexte qui est que globalement, on l'a vu avec le dernier rapport du GIEC, il va falloir en gros diviser par 5 nos émissions de CO2 dans les 20 ans à venir. C'est monstrueux. Ça va être un effort énorme. Et il faut être conscient de ça, parce que on le sait depuis 30 ans. Le premier rapport du GIEC, c'est 1990, donc 31 ans. Ça a été confirmé 5 fois, puisqu'on en est au 6e rapport du GIEC, qui est toujours plus précis et pire, en fait, en disant ah ouais, mais en fait, on avait sous-estimé le problème à chaque édition. On affine les causes, en fait. On affine, il est plus précis. Et je montrais la courbe du CO2, et elle monte comme une flèche, elle n'a pas varié d'un iota, elle n'a pas baissé, alors que ça fait 30 ans qu'on sait qu'il faut réduire. Et donc il y a un moment, il faut poser le problème. Il faut prendre les vraies actions, et comme, c'est souvent il faut que les gens en aient conscience déjà, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est un sujet que tu as pas mal abordé, c'est tout le sujet qui était lié à l'éducation finalement, qui faisait peut-être défaut sur ces domaines-là, c'est-à-dire que c'est des sujets qui sont passés rapidement, qui sont pas abordés dans le cadre des parcours et des cursus scolaires des enfants ou même des étudiants, que dans les médias on traite un petit peu très vite, parce qu'on a rarement le temps le temps de développer ça sur 30-50 minutes. Et on en parle principalement quand il y a un phénomène, c'est-à-dire une inondation, des tempêtes, etc. Mais entre deux problèmes, le sujet n'est pas abordé, quoi. Exactement. Et là, l'idée, c'était de faire un petit interlude en disant, c'est quoi le changement climatique, c'est quoi l'effet de serre, c'est quoi le problème du méthane, c'est quoi le problème du CO2, et en 10 slides, je peux t'assurer que c'était chaud, si j'ose dire, pour du réchauffement, mais c'était pas simple de faire de façon synthétique et compréhensible, que les gens captent bien que oui, c'est un problème, et il va pas s'en aller tant que on n'aura pas fait ce qu'il faut. Et donc là, c'était l'idée de faire prendre conscience par rapport à rester dans la thématique du festival aux gens de l'impact finalement du numérique, et finalement de quels impacts, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à peut-être ne pas s'aborder. On parle souvent du cloud et des choses comme ça, et toi tu es revenu plutôt sur les aspects plutôt matériels et réemploi, etc. Mais ce qui peut être difficile finalement, parce que t'étais face à une audience qui était plutôt du domaine du numérique, donc comme tu l'as dit, les gens n'ont peut-être pas envie d'entendre ce genre de problème. On va pas leur dire vous allez scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Et est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps aussi cette espèce un petit peu de pensée magique de technosolutionnisme, en se disant on va finir toujours par trouver une solution au problème qu'on a créé? Oui, alors ça c'est normal, c'est un mécanisme de défense de l'humain, quoi. La vérité, c'est que le changement climatique, c'est un énorme problème, c'est monstrueux, et c'est très difficile. D'ailleurs, je citais Upton Sinclair qui a cette phrase que j'adore, c'est qu'il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour pas le comprendre. Donc expliquer à un informaticien ou quelqu'un du numérique que son métier est un danger pour la planète, en vérité
sécurité, c'est pas son métier, c'est tous Non, les métiers. Il a sa part. Il a sa part comme tous les autres. C'est pas le pire. Tu pourrais être dans l'aviation, dans le pétrole, mais non. Bon, moi, je viens du BTP. Ça veut dire le ciment, une horreur. C'est clair. Mais tout le monde est concerné, et donc le numérique aussi doit faire sa part. On n'a pas une carte sortie de prison, tu sais, comme au Monopoly où toucher les 20 000 en passant par la case départ. Non, tu es comme tout le monde. Tu dois faire ta part comme tout le monde. Et donc, comment est-ce que tu divises par 5 l'empreinte du numérique? Déjà, tu prends conscience du problème. Tu vois où sont les grosses masses. C'est quoi ce qui fait du CO2 concrètement? Le plus gros morceau, c'est la fabrication des terminaux. Donc, il faut faire durer les terminaux, il faut faire durer les smartphones, faire durer les télés, parce que une télé, c'est un terminal aujourd'hui. Il faut faire durer les ordinateurs, donc il faut faire durer l'emploi. Il faut faire aussi, quand on fait une application, il faut faire attention d'utiliser des API qui sont pas obsolètes sur des matériaux il y a 2 ans, parce que ça veut dire que tu pousses les gens à acheter un matériel qui marche encore à la poubelle. Et ça, c'est scandaleux de faire ça. Tu vois, c'est quand même, elle est mieux la nouvelle API, mais peut-être qu'elle est mieux la nouvelle API, mais tu pousses des gens contre leur gré à jeter du matos qui marche encore, parce que tu sais, le silicium ça s'use pas. Tu peux le faire longtemps. T'as des Pentium, t'as des mecs qui avaient des Apple II de 1980 qui ont des 6500, des processeurs 6502 qui tournent encore. Donc j'ai un exemple bien concret de l'obsolescence plutôt logicielle. J'ai un vieil iMac qui date de 2008-2009 qui matériellement fonctionne très bien. Par contre, je peux plus faire de mise à jour. Dès que je veux faire quelque chose, il me dit non, le système est trop vieux, etc. Alors qu'il tourne pour l'usage que j'en ai, il tourne. Sauf que dès que je dois faire une mise à jour de sécurité ou des choses comme ça, il me dit c'est plus utilisable. Donc il est devenu obsolète, non pas par ses matériaux, par ses valeurs, ses propriétés, mais par son usage. Et ça, c'est dommage. Ouais. Alors souvent, sur des machines Windows, c'est pas le cas du Mac, mais sur souvent des PC, là, tu peux mettre un Linux qui est beaucoup plus vertueux de ce point de vue-là. Oui. Mais sur le Mac, surtout les très très vieux Mac, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ça peut être difficile, effectivement. Alors, du coup, si je me mets un peu en avocat du diable, un peu en réponse à ce que tu évoques. Vas-y, je suis prêt. Je me dis, je suis entrepreneur, je travaille dans ce milieu-là. Tu es en train de me dire qu'il faut que j'arrête de faire du business, en fait. Parce que moi, mon truc, c'est de toujours vendre des produits. C'est quand je vends du produit. Donc demain, tu es en train de me dire que mes nouveaux produits que je mets sur le marché, faut que j'arrête de le faire. Donc du coup, je vais mettre des gens à la porte, etc. Comment on répond à ça dans une économie de marché où il faut toujours vendre plus, finalement? Alors ça, c'est une excellente question et je vais répondre à côté volontairement. Je pense que tu as une vision étriquée de ce que c'est qu'un entrepreneur. Je pense qu'un entrepreneur, c'est pas forcément qui vend le plus possible, c'est quelqu'un qui invente des solutions à des problèmes, c'est quelqu'un qui est démerde, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui aime les défis. Et je pense que là, on a la mer de tous les défis devant nous, quoi. Et je pense que les entrepreneurs, avec leur côté démerde, ils ont un rôle essentiel à jouer. Donc ça, c'est un défi aussi pour les entrepreneurs. Et par ailleurs, la semaine dernière a commencé un truc que je vais surveiller comme le lait sur le feu, qui s'appelle la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, donc qui est calquée sur la Convention citoyenne pour le climat, où tu as 150 patrons, des entrepreneurs, des patrons d'entreprises, qui se retrouvent 6 fois 2 jours sur une année et qui vont travailler en plus à côté de ça. Donc c'est des patrons, et dont j'ai vu qu'il y avait par exemple le patron de Renault Trucks, ancien Renault véhicule industriel, c'est des gens que c'est pas des grouillots, quoi. Qui vont réfléchir à comment ils réinventent l'entreprise avec ce nouveau contexte. Parce que de toute façon, tu peux toujours nier le problème. Le problème, il est là. C'est comme dit Jean-Marc Jancovici, c'est très difficile de négocier avec les lois de la physique, quoi. Non, la loi de la physique, tu n'es pas d'accord, elle s'applique quand même. Tu es en train de tomber d'un immeuble, tu veux négocier avec la loi de la physique, non, la pesanteur, elle est là, tu vas t'écrabouiller en bas. Donc, c'est exactement ce qui nous arrive à la planète. Tu peux toujours brailler que le carbone fait chier et que le CO2 c'est de la merde et que tu veux pas en avoir et machin, etc. De toute façon, il y est et on le mesure et c'est une réalité.
Et moi, je vais te dire, en tant que chef d'entreprise, une fois que tes clients sont soit morts, soit en guerre civile, ou soit ont plus de pognon du tout parce que c'est l'horreur, ta boîte elle marche plus quoi. Hein, donc c'est difficile de faire du business quand t'as plus les clients. Donc il faut aujourd'hui se demander comment ton business tu le fais pour réduire ton impact carbone, comment réduire tes gaz à effet de serre, comment bien faire les choses, comment je me déplace autrement, comment je réorganise mon process industriel, comment je fais durer mes outils, comment je fais durer ma production dans les mains des clients, etc. Changer le faire plus en faire mieux finalement. Exactement, et voilà. Beaucoup mieux. Oui. Effectivement, moi je pense que c'est plus je me faisais l'avocat du diable, mais je suis plutôt d'accord avec complètement d'accord avec cette approche-là. Mais c'est souvent, moi qui travaille dans le développement durable et les démarches qualité, sécurité, environnement, l'argument qu'on oppose en disant oui, mais moi, toutes ces choses-là, c'est des freins à mon fonctionnement, à mon innovation. Je suis convaincu du contraire, ça dépend comment on prend le problème. Oui, il va falloir changer la mentalité sur beaucoup de choses, mais c'est pour ça que je suis venu et que j'ai parlé de ça et que j'ai pas parlé de mon business d'ailleurs aujourd'hui. Ça me va très bien, hein, mais c'est parce que le problème urgentissime, il est là et il faut l'affronter, il faut savoir le voir en face parce que sinon les gens qui veulent pas le voir vont se faire balayer. Donc on a bien vu effectivement cette approche de vulgarisation, de pédagogie, et j'ai trouvé ta conférence, moi ça a fait beaucoup écho parce que la semaine dernière j'ai participé à un atelier de la fresque du climat, donc j'ai retrouvé plein de petits éléments que j'avais déjà vus la semaine dernière, et effectivement tu as fait beaucoup la promo de cette fresque du climat, et tu as parlé de la fresque du numérique qui est peut-être moins connue, oui. Il y en a de plus en plus ça essaime dans plein de domaines, et donc c'est le même principe mais appliqué au numérique, c'est exactement, ça ? Exactement, c'est une autre association, mais c'est le même principe pédagogique aussi avec des cartes, mais focalisé sur le numérique. Alors je recommande de faire d'abord la fresque du climat, qui est plus généraliste, qui établit un peu le contexte, et la fresque du numérique qui elle est plus orientée sur les aspects numériques. Et enfin, si là je peux faire un peu de pub, bien sûr. Mais c'est pas pour de l'argent, promis. C'est aller mesurer ou aller estimer votre empreinte carbone en allant sur nosgestesclimat.fr, geste au pluriel, hein, nosgestesclimat.fr, et là avec quelques questions, vous saurez combien vous émettez de CO2, et vous saurez aussi en cliquant sur passer à l'action, il y a un bouton à la fin, vous aurez un genre de to-do list de ce que vous pouvez faire pour réduire votre empreinte carbone. Et ça, c'est génial parce que en fait, quand on parle du climat, c'est un peu flippant. On a l'impression qu'on peut rien faire, alors que dès lors qu'on se met en marche, en action, et c'est ce qu'ont bien compris les entrepreneurs. Hein, c'est bon, allez, on se lève, on retrousse les manches et on y va. Et ben là, c'est pareil à l'échelle individuelle. Vous allez comprendre là où vous émettez le plus, et donc là où il va falloir faire des efforts. Puis il y a des efforts qui sont très difficiles à faire pour vous. Et ben c'est pas grave. Vous regardez là où vous avez d'autres efforts à faire, mais qui sont faciles pour vous. Et par exemple, moi, ça n'a pas été difficile d'arrêter de manger du bœuf. Tu vois, ça compte beaucoup, et ça m'a coûté entre guillemets. Actionner les bons leviers, quoi. Exactement. Arrêter mon scooter pour passer d'abord au vélo électrique et ensuite au vélo musculaire, ça m'a fait un bien fou. Pour moi, c'est un changement qui est extrêmement positif, et accessoirement, c'est excellent pour la planète, tu vois. Donc, ça m'a pas coûté. Puis, accessoirement, un vélo, ça coûte infiniment moins cher qu'un scooter. Effectivement, et même qu'une voiture pour des fois des trajets qui ne nécessitent pas. 73% des trajets, ils font moins de 5 km. Avec une personne dedans. Oui, avec en moyenne 1,1 ou 1,2 personnes dans la bagnole. Et c'est dingue. Enfin, je veux dire, ça, c'est juste une habitude. C'est pas facile de changer les habitudes, mais c'est faisable. Hein. Et se dire, tiens, mais si je prenais le vélo, voire s'offrir un vélo électrique ou à pied aussi. Enfin, chacun, il n'y a pas qu'un choix. C'est ça la question, c'est qu'il y a une infinité de solutions, peut-être. Exactement. Mais on est un peu calibré pour prendre la bagnole, parce que c'est l'habitude, et puis c'est confort. Et puis j'ai la radio, et puis j'ai le chauffage, et puis ça fait parapluie, ce qui en Normandie est parfois utile. Donc voilà. Non, mais tu vas voir, achète-toi une veste étanche et un vélo, et tu peux aller loin. Moi, je fais toutes mes vacances à vélo. Hein. Et donc tout ça, effectivement, il faut déjà commencer par en prendre conscience. Comme tu l'as dit derrière, mesurer, parce que comme on dit l'adage, on n'améliore que ce qu'on mesure. C'est bien de savoir où on en est pour savoir où aller. Exactement. Et puis derrière, c'est d'essayer de faire des petits, d'essayer de donner des bonnes idées, de pratiquer, d'échanger, de réfléchir collectivement pour améliorer le vivre ensemble, et puis surtout avoir un avenir plus radieux que ce qui semble se dessiner. Oui, parce que tu vois, quand tu as compris le truc, c'est pour ça que je dis aux gens de se former,
formez-vous, faites la fresque du climat, faites nosgestesclimat.fr. Vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir décider, vous allez passer dans l'action, ce qui est extrêmement positif. Et surtout, vous allez pouvoir choisir plutôt que subir. Et ça change tout. Quand vous choisissez, vous vous mettez dans l'action, plutôt que d'être obligé, non, je veux pas y aller, gna gna gna. Mais non, vas-y, tu sais tu sais quel est le problème, et t'y vas. Et je peux dire que c'est pas du tout le même état d'esprit. Ouais. Et ta vie, elle est beaucoup plus belle quand c'est toi qui choisis plutôt que quand c'est toi qui subis. Eh ben, merci Tristan. Finalement, on était un peu plus bavard que ce qui était prévu, mais c'est quand on a quelqu'un de passionné en face de nous, c'est difficile de coup. Ah bah non, au contraire. Je ferai juste un petit clin d'œil sur, une mise en avant du podcast L'Octévert que tu animes justement. Et donc j'ai vu qu'il y avait eu des gens de la fresque du climat qui s'étaient rendus à ton micro. Oui. Donc voilà, donc c'est plusieurs émissions d'une 30aine de minutes, si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai pu voir. Et donc sur la thématique du numérique responsable, on va dire. Oui, du numérique. On parle de numérique, on parle de climat et surtout on fait ça dans la bonne humeur, quoi. Pour moi c'est important. Oui, faut pas être trop austère, parce que sinon ça démotive les gens. Franchement, faut impliquer les gens. On se marre bien. Les sujets sont parfois compliqués, mais vraiment je suis très content, c'est cool. Et là la deuxième saison va commencer incessamment sous peu. Ah bah, super, merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne fin de festival. Merci. Au revoir. Au revoir. Et donc là je suis avec deux nouveaux festivaliers, donc Anne-Valérie Lancel et puis Sébastien Fauvel. Donc je vais commencer par Anne-Valérie. Anne-Valérie, et puis les questions seront les mêmes. Quelle est la raison de votre participation ici à ce festival ? Eh bien écoutez, on m'a dit que c'était vraiment the place to be aujourd'hui. Donc en effet, de rencontrer tous les acteurs numériques de la région Normandie, c'est vraiment génial. Enfin, moi je suis vraiment ravie d'être là. D'accord. Et Sébastien ? Donc moi c'est ma première participation à ce festival, très très important pour moi puisque depuis un an j'occupe une place de transformateur digital dans ma société. D'accord. Et par ce biais de ce festival, je prends un peu de hauteur sur différentes évolutions du numérique pour les années à venir. D'accord. Très bien. Et alors là, vous êtes dans le domaine du numérique, mais Anne-Valérie, c'est plutôt la gestion, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, quel lien, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on n'est pas forcément dans son cœur d'activité ? De pouvoir trouver les compétences complémentaires, de savoir comment la data est aujourd'hui utilisée, les valeurs auxquelles elle pense. Aujourd'hui, particulièrement l'écologie. Moi, ce que j'ai entendu ce matin, j'en suis épatée. Je suis vraiment que ça devienne vraiment concret. Mais c'est surtout de découvrir tout ce qui est compétences, nouveautés. Il faut rester au goût du jour. Voilà. D'accord. C'est un peu de la veille en fait en venant ici. Complètement. C'est de la veille. Ouais. Et le thème conscience finalement qui a été beaucoup évoqué aujourd'hui, puisque c'est le fil rouge, est-ce que c'est une des raisons de votre venue à tous les deux, ou est-ce que c'est finalement la cerise sur le gâteau ? On va dire que c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Moi c'est vraiment mon premier avec une invitation par une société partenaire avec qui on travaille depuis des années maintenant. Et le fait de prendre conscience sur le numérique est aussi important quand on y travaille au cœur, à l'intérieur du système. D'accord. Donc, voilà. Et Anne-Valérie, pareil, la thématique était une raison de venir, ou c'était plus le côté réseau finalement ? Non, c'est plus le côté réseau, le besoin de rencontrer les experts. J'ai envie même de dire que j'aimerais avoir plus d'exposants pour découvrir davantage de ce qu'ils font, parce que c'est un peu abstrait parfois le numérique, et le digital, et c'est vrai que je serais très heureuse d'avoir davantage de stands pour pouvoir voir et échanger directement sur les valeurs que proposent certaines entreprises. D'accord, très bien, je vous remercie, le message est passé en tout cas, et je vous souhaite un très bon festival, une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Et donc là je suis avec Frédéric Lausson, NWS. Donc NWS c'est la school. C'est ça, exactement, je suis bénévole. D'accord, un bénévole qui est là sur un stand, je vois Thales Escape the Room, c'est ça, je vois pas, il y a quelqu'un devant, et on voit quelqu'un qui est en haut, monté sur un petit escabeau. Alors en quoi ça consiste cet atelier, ce stand ? Alors c'est une Escape Room du coup qui va vous mettre au challenge avec quelques petites énigmes ou des choses comme ça, et c'est pour sensibiliser en fait par rapport à la cybersécurité, par rapport à ce que fait Thales, et du coup c'est un moyen ludique d'en apprendre un peu plus et de se mettre en même temps un peu au défi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de conscience, de prise de conscience forcément, et on entend un peu parler de plus en plus malheureusement des cyberattaques un peu à droite à gauche, et on pense peut-être un peu que c'est
c'est surtout pour les autres le problème. Et ça, c'est un peu pour dire que tout le monde y est, c'est ça ? C'est un peu ça. Ça peut partir du coup comme ici d'une clé USB ou des choses comme ça qu'on rentre dans le système informatique d'une entreprise ou des choses comme ça. Du coup, ça peut être des choses toutes bêtes comme un mail ou n'importe quoi. Et du coup, c'est un peu aussi à tout le monde de prendre ses marques là-dedans et dans ce domaine-là. D'accord. Et c'est un atelier qui se passe comment en fait concrètement ? Je vois qu'on a un décompte là qui se fait là. C'est ça, on a un temps limité pour résoudre un problème ? Alors oui, c'est ça. Logiquement, on a 10 minutes. On peut être gentil, on peut aider et tout ça, mais logiquement, c'est à faire en 10 minutes, soit tout seul, soit à 3 maximum. D'accord. On peut le faire en groupe. Ok. Et donc c'est un stand qui est là vraiment pour entre guillemets monsieur et madame tout le monde, ou plutôt destiné à des gens des SI et... Non, alors il n'y aura pas de code ou des choses comme ça, du coup c'est quand même accessible un peu monsieur et madame tout le monde ou juste des curieux de cet univers-là. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Vous aussi. Au revoir. Et là, je suis sur un nouveau stand avec Marion Matchkin, j'espère que je le prononce bien, chez Bee-Bird. Il y a un stand là qui est caché, qui est opaque, qui est derrière un rideau noir, qui est assez intriguant. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière ce stand et qu'est-ce que Bee-Bird finalement ? Alors Bee-Bird, c'est une entreprise adaptée, donc on est une agence de communication, on sensibilise essentiellement sur le handicap ou sur les questions de diversité en général, l'égalité homme-femme, etc. Donc on est basé à Rouen, mais on intervient sur la France entière. Et donc aujourd'hui, on est présent à NWX, donc dans cette petite boîte noire un peu cachée, pour présenter un escape game. Donc justement sur le thème de handicap, où le principe c'est d'avoir une équipe de 5 personnes en tant que détectives en situation de handicap, et qui, grâce à leur handicap, en fait, vont pouvoir résoudre des énigmes. Ok. Effectivement, là on est vraiment en immersion du coup, c'est ça votre idée ? Et sous un angle numérique ou pas forcément ? L'escape game c'est en physique, donc c'est en présentiel, donc c'est pas du numérique, mais Bee-Bird propose également des outils numériques pour sensibiliser et toujours dans cet aspect de mettre en situation de handicap les personnes pour vraiment se rendre compte et vivre de l'intérieur le handicap. Aider à faire des choses un peu adaptées pour les gens qui n'ont pas forcément toutes les facultés pour faire ce pourquoi un outil a été prévu initialement, c'est ça ? Oui, c'est ça, ou tout simplement sensibiliser par exemple une équipe de travail, un service ou une entreprise sur des thématiques comme le cancer et l'emploi, comment on combine les deux, parce que c'est une situation, c'est une maladie, on peut se dire que ça n'engendre pas de handicap alors que si, parce qu'il y a des traitements lourds, etc. Et le handicap, c'est pas que le handicap moteur avec le fauteuil roulant, c'est vrai qu'on a souvent, il y a plein d'autres choses. Et c'est vrai que ça c'est important d'avoir cet angle de la sensibilisation et de la prise de conscience, parce qu'on est dans le terme conscience effectivement, que le handicap c'est pas toujours ce qui se voit. Des fois il y a les gens sourds, on les voit pas forcément, les problématiques psychologiques on les voit pas forcément, et votre objectif c'est de dire c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui il y a plus de 80% des handicaps qui sont invisibles, et c'est vrai que la Bee-Bird on axe beaucoup aussi la sensibilisation d'un point de vue numérique. On a créé la plateforme Mosaïque pour ça justement, qui est un outil 100% numérique en ligne et qu'on met à disposition donc de nos clients pour là encore une fois se mettre en situation de handicap par le biais de jeux, pour se représenter différentes situations de handicap. Et vous sentez que c'est quelque chose qui s'améliore dans la société en 2021, ou il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça ? J'ai envie de dire les deux. Il y a encore beaucoup de travail, mais on sent que ça s'améliore quand même. Il y a de plus en plus de temps dédié aussi, notamment en entreprise. Il y a la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées là, qui arrive au mois de novembre. Donc c'est des temps forts où on sait que le handicap est évoqué partout. Donc on sent quand même qu'il y a du positif et que ça évolue quand même dans le bon sens. Et vous y contribuez à votre échelle avec Bee-Bird également. Donc bravo à vous, merci, et puis bon festival. Merci beaucoup. Au revoir.